Un matin, un couple de touristes se promenant dans la ville de Nosa fait une découverte pour le moins inattendue. Une jeune femme est étendue, entièrement habillée, comme si elle dormait. Mais ses blessures révèlent une toute autre histoire. Et dans cette affaire, la police scientifique va devoir innover en matière de preuves. Il ne se déplace pas tout seul. Il doit être transporté par quelque chose. De preuves pour inculper un meurtrier des plus astucieux. On devait se poser des questions. Était-elle vivante en arrivant ici? Est-elle venue de son plein gré? Était-elle déjà morte à ce moment-là? On a besoin de preuves solides pour pouvoir accuser quelqu'un de meurtre. Ça ne colle pas, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Il l'a amené là parce qu'il avait vraiment dans l'idée de commettre le crime parfait. On savait tous que c'était lui. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle émission inédite. Dans une enquête criminelle, les premières 48 heures d'investigation sont toujours décisives. Et cette affaire ne fait pas exception à la règle. Dans un premier temps, les enquêteurs ont l'impression que le suspect a commis un crime parfait et qu'il va leur être impossible de le confondre avec des preuves matérielles, à moins que l'extraordinaire diversité des espèces végétales créées par la nature ne leur vienne en aide. J'ai reçu un appel me disant que le corps d'une jeune femme avait été retrouvé morte au milieu des arbres, près du parking de Nosa, à seulement quelques mètres des voitures. La végétation de la zone était très dense. Il y avait beaucoup d'arbres, notamment des acacias. Elle avait visiblement subi des violences physiques. Il y avait des marques autour de sa gorge, de ses joues et de ses yeux. Le corps a été découvert par des vacanciers aux environs de 8h30, étendu au milieu des arbres à seulement quelques centaines de mètres de la plage. La police déclare que le corps se trouve là depuis le début de la matinée au plus tôt. La jeune femme a apparemment été frappée et étranglée. C'est une des premières destinations touristiques d'Australie, pour ne pas dire du monde. Et il y a eu un crime d'une extrême violence. Le plus choquant, c'est le contraste entre l'intention claire de faire du mal à la victime et le cadre idyllique de la scène du crime. Pour expliquer pourquoi la victime s'est retrouvée là, on explore tous les scénarios possibles. Est-ce qu'elle y est allée de son plein gré? Est-ce qu'elle a été attaquée sur la plage? Est-ce qu'elle a été agressée dans la ville ou est-ce que son corps a été abandonné là? La ville de Noosa est très touristique. Elle a pu rencontrer son assassin après être allée en boîte de nuit. Elle a pu aussi sortir en ville pour la soirée, rencontrer quelqu'un et un incident tragique est arrivé juste à côté de l'endroit où son corps a été découvert. Toutes sortes d'hypothèses nous passent par la tête pour expliquer ce qui s'est passé. Et on ne peut évidemment en écarter aucune. Pour commencer, on devait rassembler toutes les preuves présentes sur les lieux et protéger la scène du crime pour que la police scientifique puisse mener son enquête. On a enveloppé et attaché ses mains dans des sacs pour que le légiste puisse vérifier s'il y avait des résidus sous ses ongles ou sur ses doigts. On a utilisé des bandes adhésives sur le corps et les vêtements pour prélever des fibres ou des cheveux appartenant peut-être à son agresseur. Examiner la scène de crime est une partie essentielle de notre travail. Pneus, empreintes, tout ce qu'on peut trouver. C'est un endroit recouvert de sable et c'est un environnement où relever des empreintes s'avère parfois difficile. Mais étudier la scène de crime est vraiment quelque chose de très important. Les enquêteurs relèvent de nombreuses empreintes de semelles de chaussures le long de la route qui mène à l'endroit isolé où le corps a été découvert. Ils prélèvent également du sable et des feuilles. Si le meurtrier peut être identifié et arrêté, ces éléments permettront de prouver sa présence sur la scène de crime. La priorité était d'identifier la victime.
Elle n'avait aucun papier d'identité sur elle, mais elle avait plusieurs tatouages et des piercings aux oreilles. Les prénoms Michael et Corey étaient tatoués sur son corps, ce qui était bien évidemment une pièce précieuse du puzzle pour découvrir qui elle était. On a communiqué aux médias la description de la jeune femme et elle a été diffusée pour que des gens puissent la reconnaître ou essayer de l'identifier. L'enquête s'est heurtée à un obstacle quand la police a découvert que la victime ne portait aucune pièce d'identité. La jeune femme a entre 25 et 30 ans et les cheveux bruns à hauteur des épaules. Elle portait un jean rouge, un haut sombre et elle avait plusieurs tatouages. La jeune femme avait également de nombreux piercings aux 2 oreilles et une bague en argent en forme de S. Toute personne ayant des renseignements est priée de contacter la brigade criminelle ou la police de Noosa. Après ça, des personnes originaires de la ville de Gympie se sont manifestées. Elles avaient reconnu les tatouages et les piercings. Gympie se trouve au nord de Noosa, à 1 heure de voiture. J'étais étonnée qu'elle vienne de Gympie. Je pensais qu'elle était d'ici. Je croyais toujours au scénario de la boîte de nuit. Elle était allée en discothèque et s'était fait tuer après. Donc, avec cette nouvelle information, l'enquête prenait un tournant différent. Qu'allait-il se passer maintenant? Qui était cette fille et qu'allions-nous découvrir sur elle? Après avoir lancé un appel à témoins pour identifier la victime retrouvée à Noosa, la police obtient immédiatement une réponse. Des habitants de Gympie pensaient connaître l'identité de la jeune femme décédée. Elles ont fait une description parfaite des tatouages et ils étaient presque certains que le corps qu'on avait retrouvé était celui de Samantha Bodsworth. À ce stade-là, l'identification n'était pas encore officielle. Ils nous ont demandé de venir avec eux à Brisbane pour vérifier si c'était bien notre fille. Mais je pense que d'après la description qu'on avait faite et le corps qu'ils avaient retrouvé, c'était seulement une formalité. Ils savaient très bien que c'était notre fille qui se trouvait à la morgue. Ma tête le savait, mais mon cœur ne voulait pas y croire. Et dès que j'ai vu que c'était Sam, j'ai eu envie de la serrer dans mes bras. Même si elle n'était plus là. Je voulais bêtement essayer de la réchauffer, même si je savais qu'elle était morte. Et elle n'était pas maquillée, pas une trace de maquillage. Elle avait eu un accident de voiture quelques années plus tôt et elle était très complexée à cause de cette cicatrice sur sa joue. Alors c'était vraiment étrange. Elle ne serait jamais sortie sans être maquillée, même pour aller sur le pas de la porte. Cet élément, apparemment anodin, prend une importance particulière aux yeux des enquêteurs. Sachant que Samantha ne se montrait jamais en public sans maquillage, que faisait-elle la nuit, à proximité d'une boîte de nuit et à 1 heure de route de chez elle? A-t-elle quitté son domicile de son plein gré? Ou l'a-t-elle fait sous la contrainte d'un agresseur? Est-ce que son assassin était une rencontre d'un soir? Je ne sais pas, mais ça ne ressemble pas à Samantha. Elle n'aurait pas fait ça. Ce n'était pas son genre. Elle aimait être avec les gens qu'elle connaissait et qu'elle aimait. Corey et Michael sont les 2 jeunes filles de Samantha Bodsworth. Le soir où celle-ci sort pour ne jamais revenir, ils dorment chez leurs grands-parents. La maison de la victime est maintenant envahie par les experts médico-légaux. À l'entrée de la maison, derrière la porte du garage, on a découvert quelques taches de sang. Après une inspection plus poussée dans toute la maison, on a également trouvé des taches de sang dans la chambre. D'autres avaient été essuyées dans le salon et la salle à manger. Les gens essaient souvent de nettoyer les lieux une fois le crime commis, mais là, le nettoyage était très rudimentaire. Les enquêteurs prélèvent des échantillons de sang et rassemblent des objets souillés dans l'espoir d'y trouver l'ADN de l'assassin. Dans la chambre de Samantha, une bagarre a visiblement éclaté.
On a trouvé un sèche-cheveux avec des petites taches de sang sur le cordon, ce qui laissait penser qu'il avait peut-être été utilisé pendant l'agression de Samantha, soit pour l'enrouler autour de son cou, soit pour la blesser d'une autre façon. Dans la buanderie, il y avait plein de vêtements dans la machine à laver. On les a retirés et ils étaient tachés de sang. Et il y avait un pendentif au milieu des vêtements. C'était un des bijoux préférés de Sam, parce que c'était son oncle de Grande-Bretagne qui lui avait offert. Et c'est une pierre qu'on ne trouve qu'à un endroit précis en Grande-Bretagne. Le plus intriguant avec ce pendentif, c'était que les parents de Samantha nous avaient dit qu'elle ne l'enlevait jamais. Même pour prendre sa douche ou nager, elle le gardait tout le temps. À l'évidence, elle y tenait beaucoup et pourtant il s'est retrouvé dans la machine à laver de la maison où on a découvert des taches de sang et des traces de lutte. On a tout de suite vu que quelque chose clochait dans cette affaire. Pourquoi ne portait-elle pas son pendentif? Qui lui aurait enlevé? Où était la chaîne? Il était essentiel de répondre à ces questions pour que l'enquête progresse. Bien que l'entrée de la maison de Samantha ne semble pas avoir été forcée, les enquêteurs retrouvent un pan de fenêtre posé dans le jardin. Et sa voiture n'est plus dans son garage. Pourtant, d'après ses parents, elle y est habituellement garée. Le véhicule ne se trouve pas non plus sur le parking de Noosa, où son corps a été retrouvé. On avait comme indice la scène de crime à Noosa, qui était encore primordiale pour l'enquête, une autre scène de crime potentielle avec la maison, et bien sûr, le trajet entre cette maison et Noosa qui était plutôt long. On devait se poser des questions. Était-elle vivante en arrivant ici? Est-elle venue de son plein gré? Était-elle déjà morte à ce moment-là? Tous ces scénarios constituaient autant de pistes à suivre et à explorer pour découvrir la vérité. Pendant l'autopsie, le médecin légiste a déterminé qu'elle était morte par strangulation, ce qui correspondait à ce qu'on avait vu sur les lieux et aux marques qu'elle avait. Les enquêteurs effectuent des prélèvements sous ses ongles. Si Samantha s'était battue, l'ADN du coupable s'y trouve peut-être. On avait de bonnes raisons de penser que les vêtements dans lesquels elle avait été retrouvée à Noosa n'étaient pas forcément ceux dans lesquels elle était morte. La police pense que les blessures de Samantha ont laissé des taches de sang sur ses vêtements. Pourtant, il n'y en a aucune. Quelqu'un a changé ses vêtements, ce qui montre que le criminel faisait tout pour ne pas être retrouvé par la police. On avait le sentiment que Samantha Botsworth avait été tuée chez elle. Le mystère, c'était comment elle était allée de Gympie à Noosa. Mais on n'avait aucun doute sur le fait qu'elle avait été assassinée dans sa maison. Samantha a été agressée chez elle. Puis, son corps a été transporté à 80 km de distance et abandonné près d'un bois d'eucalyptus. Pour quelle raison le tueur a-t-il pris le risque de déplacer le cadavre alors qu'il aurait pu le laisser dans la maison? La découverte du pendentif de valeur prouve d'autre part que le vol n'est pas le mobile du crime. Enfin, le fait que l'assassin ait pris la précaution de changer les vêtements de la victime pour faire disparaître les indices montre qu'il s'agit d'un homme méticuleux qui a prémédité son acte. Tandis que les experts passent la maison de Samantha au peigne fin, son ex-mari, Michael Botsworth, prend spontanément contact avec la police aussitôt après avoir été informé du drame par les médias. Je suis venu voir si c'était bien mon ex. D'accord. Dès que j'ai entendu Michael et Corey, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et vous avez 2 enfants avec elle? Oui, j'ai 2 fils. Ils s'appellent Michael et Corey. Michael Botsworth a été interrogé au commissariat de Gympie. Il est venu de lui-même. Il pouvait certainement nous aider dans notre enquête. D'une part parce qu'il avait des informations et d'autre part parce qu'il pouvait être considéré comme un suspect. On n'avait aucune preuve et à ce stade de l'enquête, on envisageait toutes les possibilités. Vous connaissiez Samantha depuis combien de temps? On est restés ensemble pendant 11 ans. Vous étiez encore ensemble? Non. Comment ça se passait entre vous?
J'ai commencé à boire et on n'arrêtait pas de se disputer tout le temps. Donc elle m'a demandé de partir. Et j'ai déménagé à l'hôtel. Et c'était quand? Il y a 3 ou 4 mois environ. Quand avez-vous vu Samantha pour la dernière fois? Ça devait être juste après 17h vendredi. Hier. Hier. D'accord, et vous l'avez vue où à 17h? À l'hôtel Mount Pleasant. J'étais devant l'entrée. Elle m'a dit qu'elle avait laissé les enfants chez mes parents. Et je lui ai demandé si je pouvais prendre une douche chez elle. Elle m'a dit d'accord, pas de problème. À l'hôtel, le chauffe-eau était en panne. Je suis monté, j'ai mis tous mes vêtements dans un sac et je suis redescendu à ma voiture. Et je suis parti voir mes enfants chez mes parents. Pendant ce long interrogatoire, Michael Botsworth raconte en détail tout ce qu'il a fait pendant les 24 heures après avoir vu Samantha. À quelle heure avez-vous quitté le domicile de vos parents? Environ à 18h. Et je suis allé au supermarché. Pourquoi êtes-vous allé là-bas? Pour acheter des cigarettes. De quelle marque? Long Beach. Vous avez un reçu? Oui. Vous l'avez avec vous? Non, il est dans ma chambre. Vous vous souvenez de quelle heure il était? 18h40, 44. Comment vous le savez? C'est écrit sur le ticket de caisse. Je vérifie toujours les tickets de caisse. Vous avez regardé sur le ticket de caisse? Je vérifie toujours les tickets de caisse. Vous vérifiez toujours l'heure sur le ticket de caisse? Ouais. C'est le seul moyen d'avoir l'heure comme j'ai pas de montre. Je vois. Ensuite, j'ai appelé Sam et je lui ai dit que ma voiture ne voulait pas démarrer. À cause de quoi? La bande de batterie était un peu usée. Donc j'ai appelé Sam et elle a dit qu'elle passerait me prendre. Après, elle m'a rappelé. Elle s'était enfermée dehors. À quel moment? C'était quand elle sortait pour venir me chercher. Elle est sortie prendre sa voiture et elle s'est enfermée dehors parce qu'elle avait laissé les clés à l'intérieur. Je lui ai dit d'essayer de la forcer pour rentrer. Il a dit que c'était la dernière fois qu'il avait vu ou parlé à Samantha et qu'il avait attendu un petit moment avant de commencer à marcher vers chez elle. Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé chez Sam? Le garage était ouvert. Et il n'y avait ni la voiture, ni Sam. Personne. Il y avait de la lumière dans la maison? Non, pas de lumière. Il est donc retourné à pied à sa voiture, au parking. Il a réussi à la faire démarrer. Et ensuite, il est simplement remonté à l'hôtel Mount Pleasant, où il a pris une douche, changé ses vêtements, et il est descendu boire un verre au bar. Elle avait une raison d'aller à Noosa? Non, aucune. Vous êtes déjà allés là-bas ensemble? Non. Elle y est déjà allée toute seule? Pas que je sache. Vous étiez à Noosa hier soir? Non. Êtes-vous allé quelque part au sud de Gympie hier soir? Non, je suis pas sorti de Gympie hier soir. Il nous a ensuite autorisé à aller à son appartement qui se trouve au dernier étage de l'hôtel Mount Pleasant pour regarder dans sa chambre et poursuivre les analyses scientifiques en prenant les vêtements qu'il portait la veille du meurtre. Quand on est arrivé à l'hôtel, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de clients qui buvaient au bar. Tu ne perds rien pour attendre. Je ne pense pas qu'ils étaient prêts à le lyncher. Simplement, il y avait certainement beaucoup de gens dans le bar ce soir-là qui connaissaient Samantha et qui pensaient savoir qui était le meurtrier. L'homme qui porte ces accusations s'appelle Scott Knowles. Ce soir-là, on était très en colère après avoir appris la mort de Sam. Il y avait beaucoup de monde en colère, parce qu'elle était très appréciée. J'ai explosé de rage parce que j'étais sûr que c'était Michael qui l'avait tué. Scott Knowles est le nouveau petit ami de Samantha. Avec Sam, on était ensemble depuis 6 semaines, depuis qu'ils étaient séparés. Ça se passait toujours bien quand on était ensemble. On aimait être tous les deux. Michael Botsworth parle de cette relation pendant son interrogatoire. Oui, je suis toujours amoureux d'elle. Dans ce contexte, peut-être que vous étiez un peu jaloux. Non.
Je suis un peu blessé parce que les enfants l'ont vu dans le lit de leur mère. Mais Sam m'a juré qu'elle ne couchait pas avec lui, et je la crois. Et ça vous poserait un problème? Non, pas du tout. Et s'il emménageait? Et qu'il emménage, ça me dérange pas. Vous savez si Sam et Scott se sont déjà disputés? Non, je crois pas. Vous le décririez comme quelqu'un de violent? Scotty? Non, à mon avis, il ferait pas de mal à une mouche. Scott Knowles avait les nerfs à vif. Et je crois qu'à un moment, il a même dû être retenu par un de ses amis tellement il était énervé. On voulait éviter qu'une bagarre éclate, alors on a fait monter Michael à l'étage. Les techniciens de la police scientifique ont passé sa chambre au peigne fin et ils ont pris des photos. Michael nous a donné les vêtements qu'il portait la veille. Il les avait lavés. Il pendait sur la corde à linge à la fenêtre. La plupart des gens ne seraient pas d'accord pour que la police fasse ça, mais lui, ça ne le dérangeait pas. Il voulait sûrement donner l'impression de ne pas être inquiet pendant qu'on prélevait des échantillons et qu'on essayait de trouver des preuves qui auraient contredit ce qu'il nous avait dit dans sa déposition. L'attitude agressive de Scott Knowles à l'égard de Bosworth et le fait que ce dernier ait mémorisé à la minute près l'heure inscrite sur le ticket de caisse du magasin intrigue les policiers. L'un de ces deux hommes serait-il le suspect? D'autant qu'en interrogeant Bosworth à nouveau, les enquêteurs découvrent un nouvel indice. Vendredi soir, Samantha Bosworth, 29 ans, a quitté son lieu de travail, un hôtel situé à Gympie, pour rentrer chez elle. Mais elle n'est jamais arrivée pour retrouver son compagnon. Son corps marqué par les coups a été retrouvé près de Noosa par des touristes hier matin. Samantha travaillait à l'hôtel pour subvenir aux besoins de ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Elle faisait également du bénévolat. Après 24 heures d'enquête, on avait la confirmation qu'il s'agissait bien de Samantha Bosworth. Et on avait deux principaux suspects, à savoir Michael Bosworth et Scott Knowles. Cela dit, Michael Bosworth était en quelque sorte un peu plus malin que Scott Knowles. Vous pouvez nous montrer vos mains? J'ai remarqué tout à l'heure que vous vous êtes coupé là sur le... Oui, je me suis coupé là. Cette coupure semble assez récente. Les marques nous intéressaient parce qu'elles avaient peut-être un lien avec le meurtre de Samantha. Et d'où ça vient? Du travail. Vous vous êtes coupé quand? Vendredi. J'en ai une autre là. Faites voir. Ah oui. On les a prises en photo. On a demandé à M. Bosworth s'il acceptait de faire une prise de sang pour des tests ADN. Il a refusé en disant qu'il ne supportait pas les aiguilles, mais qu'il voulait bien nous donner un peu de salive. Les enquêteurs attendent avec impatience les résultats des échantillons prélevés sous les ongles de Samantha afin de les comparer à l'ADN de son ex-mari. Pendant ce temps, les experts médico-légaux examinent la voiture de la victime qui vient d'être retrouvée sur le parking d'une discothèque de Gympie. Il y avait plein de fleurs, de feuilles et d'écorces sur le siège conducteur et sur le sol de la voiture. À l'arrière du véhicule, sur la plaque d'immatriculation, il y avait comme du pollen, ce qui a créé une certaine fluorescence qui ressemblait beaucoup à celui qu'on avait vu à Noosa. Les experts emballent tous les éléments susceptibles de servir de preuve ou de faire avancer l'enquête, comme les feuilles ou les mégots de cigarettes. Les mégots proviennent apparemment des cigarettes fumées par Samantha, mais les enquêteurs remarquent qu'elles sont de la même marque que celles achetées par Michael Bosworth au supermarché. Il a remis son ticket de caisse à la police, ainsi qu'un trousseau de clés appartenant à Samantha, qui est mystérieusement apparu dans sa chambre le soir où elle a été assassinée. Et il nous a dit qu'il manquait les clés de voiture à ce trousseau. Elles étaient dans ma chambre hier soir. Comment vous les avez eues? Sam a dû les laisser là. Elle a aussi une clé de chez moi. Et vous, vous avez les clés de chez elle? Non, je n'ai pas les clés de chez Sam. Donc les clés qu'elle...
Je ne comprends pas pourquoi les clés étaient dans votre chambre. Moi non plus. Mais il manque la clé de la voiture et la clé bleue aussi. Elle avait des codes couleurs pour ses clés. Il manque ces deux-là. Nous pensons que le meurtrier a conduit la voiture. Une des théories de la police est que la mère des deux jeunes garçons a été enlevée à Gympie et ensuite conduite à Noosa, où elle a brutalement été assassinée. Toute personne ayant aperçu une Corolla blanche immatriculée 299 CQO est priée de contacter la police. Ce soir, les enquêteurs installeront ici une antenne de police pour rappeler ce qui s'est passé, en espérant que quelqu'un se souvienne d'avoir vu Samantha, sa voiture ou son meurtrier. À la suite de ça, M. Higgins, un conducteur de poids lourd de la région, s'est manifesté. Cette nuit-là, j'ai remarqué une voiture blanche qui roulait dans la même direction que moi, vers le nord. Elle allait très lentement. À la fin, je l'ai dépassée et au niveau de la pente suivante, c'est elle qui m'a doublé. Et je suis resté collé derrière. Donc j'ai eu le temps de la remarquer. M. Higgins était catégorique sur le fait que le numéro d'immatriculation était exactement le même et que c'était cette voiture qu'il avait vue sur l'autoroute. Bien que Higgins, le chauffeur du camion, n'ait pas vu correctement le conducteur de la Corolla, ni même remarqué si un passager se trouvait ou non à bord, les policiers pensent avoir affaire à l'assassin. En effet, qui d'autre aurait pu conduire la voiture de Samantha durant la nuit fatale, puis l'abandonner sur un parking de Gympie, après avoir déposé le cadavre à Noosa? Je pense que M. Botsworth l'a amené là parce qu'il avait vraiment dans l'idée de commettre le crime parfait. On voulait interroger le plus de personnes possible pour qu'elles nous aident à confirmer ou réfuter la version de Michael. Je descendais les escaliers de l'hôtel Mount Pleasant et en bas j'ai vu Sam et Michael qui parlaient assez fort. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais ces derniers temps, ils se disputaient souvent depuis qu'il avait emménagé à l'hôtel. À chaque fois qu'elle parlait à des hommes au pub, Michael débarquait, prêt à frapper. Et parfois, il leur attrapait le bras, des choses comme ça. Ils se disputaient assez souvent. Alors que Pauline confirme la version de Michael concernant le problème d'eau chaude à l'hôtel, elle apporte une information capitale sur ce qu'il a fait le samedi. Il m'a dit « Je veux faire une lessive ». Il ne faisait jamais la lessive puisque c'est Sam qui la faisait pour lui. Elle venait chez moi, elle nettoyait ma chambre et elle emmenait mes vêtements à laver. Ou bien, elle me demandait de les lui apporter. Et ce n'est pas le plus étrange. D'habitude, quand il a les enfants, il les emmène en balade, se promener. Mais ce jour-là, il est resté à l'hôtel toute la journée, à se demander où était Sam. Et ce n'est pas tout. M. Botsworth s'est renseigné auprès des gens de l'hôtel au sujet de l'heure qui était indiquée sur son ticket de caisse. Il voulait être sûr de l'heure. Vous vous souvenez de l'heure à laquelle vous les avez achetés? Si, c'est 18h44. Vous vérifiez toujours l'heure sur le ticket de caisse? Oui. C'est le seul moyen d'avoir l'heure, comme je n'ai pas de montre. Je vois. Je me suis dit que c'était très étrange qu'ils disent qu'il avait un ticket de caisse pour ses cigarettes. En général, on ne va pas voir les gens pour leur dire qu'on s'est acheté des cigarettes et l'heure à laquelle on l'a fait. De plus en plus d'éléments suspects s'accumulent. Le ticket de caisse, la lessive, la voiture en panne, l'aller-retour chez Samantha. Mais la police ne dispose d'aucune preuve pour contredire la version de Michael Botsworth. Il avait un alibi en béton. Ça nous a conduit à plusieurs hypothèses. Soit il était très sûr de lui, soit il était innocent, soit il essayait de se disculper pour ne plus figurer sur la liste des suspects. On attendait les résultats de différentes analyses pour que l'enquête puisse prendre la bonne direction.
Pendant ce temps, les enquêteurs se tournent vers une voyante. Une semaine après le meurtre de Samantha, la police a donc un suspect principal, mais aucune preuve pour l'arrêter. Plus les jours passent et plus la frustration augmente. On se sent impuissant, incapable de clore le chapitre d'une histoire aussi triste. Tu étais si joyeuse. Et maintenant, tu nous as quittés d'une manière si tragique. Mais notre amour pour toi et ton souvenir resteront à jamais dans nos cœurs. La douleur se lit dans les paroles de cette mère dont les larmes coulent à la mémoire de sa fille, Samantha Botsworth. Une centaine de personnes a passé la porte de la chapelle pour lui rendre un dernier hommage. Ils ont fait le serment de ne jamais oublier Samantha et d'être sûrs que son esprit continue à vivre pour les 2 enfants qu'elle laisse derrière elle. Le fait que personne n'ait été arrêté était très frustrant, surtout pour les parents de Sam. Ils ne pouvaient pas faire leur deuil. Michael était toujours en liberté. Malheureusement, la police n'avait aucune preuve pour l'arrêter sur le champ. On ne pouvait pas soulager la douleur de la famille Hall, ni leur dire oui, nous avons réussi à trouver le coupable, parce qu'on n'avait aucune preuve. Quelques personnes sont venues nous aider dans l'enquête, notamment Patricia Kelly, qui connaissait Samantha et Michael. Elle lit les cartes et elle pensait avoir une sorte de lien avec Michael parce qu'elle lui avait déjà tiré les cartes. Elle était sûre que si c'était le coupable, il y avait une chance qu'il le lui dise. Avec l'accord de Patricia, on lui a posé un micro et elle s'est arrangée pour donner rendez-vous à Michael dans un parc à Gympie. Elle voulait essayer d'obtenir des informations qui contrediraient la version qu'il avait donnée à la police et voir s'il avouerait avoir tué Samantha. Talking to her and she just said go and see Michael. She just keeps saying go and see Michael. And I put the cards out and they weren't good. And it didn't look good for you. So whether it's nothing's been looking fucking good for me. So I know. But she keeps pointing the finger at you, Michael. I have to tell you that. And if you've killed Sam and you want to talk to somebody, you can talk to me. Pendant sa conversation avec Patricia Kelly, Michael Botsworth a maintenu sa version et rien de concluant n'en est ressorti. Il restait manifestement sur ses gardes. Michael, the problem is that you're under suspicion. What I've given them. Trouble is though, they can't find the killer. I've given them everything that they've asked for, apart from blood. But they gave me a cotton wool to chew on. Well, to get saliva or something. Yeah. And they said, oh yeah, we're going to do DNA. I said, yeah, well that's fine. You'll find my DNA, Sam. I just fucking lived there. La police obtient finalement les résultats des tests ADN. Les résultats ont démontré que l'ADN de M. Botsworth était présent sur un torchon retrouvé dans la cuisine, mais aussi sur le sol de la chambre. Son ADN est également présent sur l'un des 5 mégots de cigarettes recueillis dans le cendrier situé près du lit de Samantha. Mais il n'y a aucune correspondance avec les mégots retrouvés dans la voiture de la victime. Quant au rapport d'autopsie, il est plutôt de bon augure pour les enquêteurs. L'ADN prélevé sous les ongles de Samantha était celui de Michael Botsworth. C'était évidemment un grand progrès dans l'enquête. On avait un élément concret pour dire que quelque chose s'était passé entre eux. Michael Botsworth a fourni à la voyante des explications plausibles. Il a effectivement vécu dans la maison occupée par Samantha et il y est retourné durant les jours qui ont précédé sa mort. Il n'est donc pas étonnant que des échantillons de son empreinte génétique soient présents sur des objets. Des disputes fréquentes et souvent violentes peuvent expliquer aussi les traces de son ADN
retrouvés sous les ongles de son ex-femme. Mais pour qu'un dossier d'accusation puisse être présenté devant un juge, les policiers doivent prouver que Bosworth était également présent sur la scène de crime. Il était probable que le lien que l'on espérait trouver entre le véhicule, les vêtements et le lieu du crime était le pollen. Le pollen n'a encore jamais été utilisé comme preuve scientifique en Australie dans le cadre d'une affaire de meurtre. De plus, il a été utilisé seulement 9 fois dans d'autres pays. La tâche s'annonce ardue pour les enquêteurs. On a besoin de preuves solides pour pouvoir accuser quelqu'un de meurtre. On voulait être sûr d'avoir exploré toutes les pistes et d'avoir toutes les cartes en main pour prendre une décision, qu'on ait ou non réuni suffisamment de preuves pour inculper Michael Bodsworth. Cela fait maintenant 3 mois que Samantha Bodsworth a été assassinée. Malcolm et Lynette Hall ont engagé des procédures pour obtenir la garde totale de ces 2 enfants. Ils étaient convaincus que Michael Bodsworth était responsable de la mort de Samantha et ils ne voulaient pas qu'il ait la garde des 2 petits garçons. La garde a été confiée aux parents de Samantha et peu après, M. Bodsworth a quitté le Queensland pour s'installer dans le sud de l'Australie. Quand Michael Bodsworth est parti à Adélaïde après avoir perdu la garde de ses enfants, nous doutions vraiment qu'il soit un jour arrêté. J'étais terrifiée à l'idée qu'il s'en sorte, parce que ça voulait dire que je devrais vivre avec ça, et je n'étais pas sûre d'en être capable. Mais nous voulions essayer et laisser la justice faire son travail. Avant de partir, Michael Bodsworth laisse une preuve de plus de son innocence. Il a placé une croix à l'entrée du parking où le corps de Samantha a été retrouvé. Mais la croix n'était pas à l'endroit exact où le corps avait été retrouvé, ce qui laissait croire qu'il ne savait pas où exactement la victime avait été abandonnée. Et ça donnait plus de crédibilité à son innocence. Le corps de Samantha Bodsworth a été retrouvé au milieu d'acacias fleuris. Les enquêteurs ont prélevé des échantillons et du pollen a été retrouvé à l'intérieur et à l'extérieur de sa voiture. La police a également en sa possession les vêtements nettoyés que Michael Bodsworth portait la nuit où Samantha a disparu. Mon travail était maintenant de découvrir si les échantillons de fleurs prélevés dans la voiture, sur les bandes adhésives et dans le filtre, étaient les mêmes que ceux prélevés à Noosa. Il y avait 2 arbres en fleurs quand le corps de Samantha a été découvert. Et l'un d'entre eux était vraiment très fleuri. C'est une espèce d'acacia bien particulière. Et c'est le pollen de cette espèce qu'on a retrouvé sur la plaque d'immatriculation et dans le filtre de la voiture du côté conducteur. Ce qui indique que la voiture était à Noosa, sur les lieux du crime. Le docteur Milne peut l'affirmer avec certitude car les acacias ont une caractéristique particulière. La pollinisation des acacias est assurée par des insectes et d'autres animaux. Le pollen ne se déplace pas tout seul. Il doit être transporté par quelque chose. Donc si quelqu'un se frotte contre la fleur et qu'il monte dans sa voiture, le pollen passe des vêtements au siège et aux chaussures. Les enquêteurs ont retrouvé du pollen sur le siège et sur le sol côté conducteur de la voiture de Samantha. La police aborde le sujet pendant l'interrogatoire de Michael Bodsworth. Vous êtes déjà monté dans la voiture de Sam? Oui, C'était quand la dernière fois? il y a environ une semaine, Où étiez-vous assis dans la voiture? côté passager. Avant ou arrière? À l'avant. Vous êtes déjà monté côté conducteur dans cette voiture? Non. Si Michael Bodsworth était le coupable, on s'attendait à trouver le pollen de l'acacia sur ses vêtements. On aurait alors eu la preuve qu'il se trouvait dans la voiture. Mais il avait lavé ses vêtements après le meurtre et avant que la police ne les emporte. Donc au lieu de trouver des milliers de grains de pollen d'acacia, les enquêteurs en ont seulement relevé quelques-uns.
Lynn Milne est palynologue, c'est-à-dire qu'elle étudie les microfossiles tels que les algues ou les pollens. Enseignante à l'université, elle estime que 4 éléments des microfossiles sont déterminants dans les affaires criminelles. Leur taille microscopique, leur abondance dans la nature, leur résistance à la dégradation et enfin leur diversité. Extrêmement variés, ils permettent de déterminer avec précision le lieu de leur provenance. Dans le cadre de cette enquête, Lynn Milne collaborait pour la première fois avec la police et elle était bien consciente du rôle déterminant qu'elle allait jouer. En débarrassant à l'acide les échantillons des sédiments, la palynologue parvient à isoler quelques grains de pollen d'acacia sur les vêtements rugueux que portait Michael Bosworth la nuit du crime. Et un seul lavage de la chemise n'avait pas suffi à éliminer ces preuves microscopiques. Mais avant d'arrêter le suspect, les enquêteurs veulent procéder à une ultime vérification. On a décidé de refaire le trajet que M. Bosworth avait dit avoir fait l'après-midi du meurtre. C'était pour nous assurer qu'il n'y avait pas d'acacia le long du trajet, avec du pollen qui aurait pu se déposer sur ses vêtements. Si c'était le cas, il aurait eu une raison légitime d'avoir du pollen sur ses vêtements. Les arbres qui poussaient dans cette zone étaient bien en dehors du chemin, et aucune des espèces n'était fleurie à ce moment-là. J'ai pris du pollen des acacias de Gympie. Je l'ai étudié pour le comparer au pollen des acacias de Noosa. Et ils étaient totalement différents. On s'est rendu dans le sud de l'Australie pour parler avec M. Bosworth. On l'a rencontré à une station-service près de la plage de Christie's. Quand on lui a dit qu'il allait retourner dans le Queensland et être inculpé de meurtre, il a paru très surpris et inquiet. Un homme a été arrêté à Adélaïde et inculpé à Gympie du meurtre brutal de son épouse il y a 8 mois. Le corps roué de coups de Samantha Bosworth, mère de 2 enfants, a été retrouvé dans les dunes de sable de Noosa. C'est sur le chemin du retour qu'il a souhaité nous en parler et nous dire la vérité. Comme on n'avait rien pour l'enregistrer, on lui a demandé de garder ces informations jusqu'à ce qu'on arrive à Maroochydore, où on avait l'équipement nécessaire pour pouvoir enregistrer sa déposition. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez quelque chose à nous dire? Sam picked me up the night she died from Woolies. When we got back to her place, because I was going to have a shower in it there. What did he say? He said he saw you driving like an idiot in the car with the kids. And she was telling me that, you know, after the weekend I can't see the kids and all this because their dad's been in the ear about, you know, I drive dangerously with the kids in the car. You know, the kids, they mean everything to me. You know, and then she said I couldn't see them. So I just sort of lost it. What do you mean you lost it? Well, I ended up strangling her somehow. I can't remember much about it. Monsieur Bosworth a ajouté qu'après avoir compris qu'elle était morte, il a paniqué et il a décidé de ne pas appeler la police. Il a préféré la cacher. Ensuite, il lui a enlevé ses vêtements et lui a mis ceux qu'elle portait quand les touristes l'ont découverte. There was marks on the top. On the white top, there was some marks there. She wouldn't go out like that. So I changed her. As if she was going mad. Okay, all right. No, she doesn't go out with dirty clothes on. She goes out, so, you know, I changed her. Whereabouts in the vehicle did you put her? The front passenger seat. Okay. Why'd you do that? Because if I drive, that's where she always sits. C'est quelqu'un de très fort mentalement. Et je ne crois pas une minute qu'il ait eu la moindre hésitation. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il avait tout planifié.
Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était l'ADN et le pollen. Et le fait que tous ceux qui connaissaient Sam savaient que c'était lui. Drove her car back to Igby, parked her car at the night disco, and that was it. Can I ask you why you did that? Was as if she'd went out for the night or something, you know. Quand le corps de Samantha Botsworth a été retrouvé dans les dunes de Noosa, la famille de la victime a suspecté son ex-mari Michael James Botsworth. 7 mois plus tard, les expertises médico-légales ont prouvé sa culpabilité et le mécanicien de 36 ans a été inculpé de meurtre. Malgré ses aveux à la police, Michael Botsworth a plaidé non coupable. De toute façon, quand vous risquez l'emprisonnement à vie, vous n'avez plus rien à perdre. Alors pourquoi ne pas plaider non coupable ? Au bout du compte, le jury a vu clair dans le jeu de Michael et il a tenu compte des preuves rassemblées par la police. L'analyse du pollen qui prouve qu'il était sur les lieux du crime, l'ADN, le sang trouvé dans la maison et ses aveux. Les jurés ont décidé de le condamner pour meurtre avec une peine d'emprisonnement à perpétuité. Malheureusement, la prison à vie, ça ne compense pas. Il a pris la vie de quelqu'un et lui, il est toujours là. Un jour, il pourrait sortir et vivre libre de nouveau. Samantha, non. Michael Botsworth pourrait bénéficier de la liberté conditionnelle en 2010. Je sais que Michael Botsworth croyait avoir commis le crime parfait. Mais la science est constamment en progrès et il y a toujours de nouveaux développements dans le domaine médico-légal. Est-ce qu'il était intelligent, rusé, sournois? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été puni comme il le devait pour le crime qu'il a commis. En ayant la certitude d'avoir commis le crime parfait, Michael Botsworth a espéré pendant des mois pouvoir échapper à la justice. C'était compté sans la perspicacité de Lynn Milne, la palynologue. En comparant quelques minuscules grains de pollen recueillis sur la chemise du suspect après un lavage, elle est en effet parvenue à établir qu'il provenait de la scène de crime. Après ce succès, la spécialiste a continué à travailler pour la police. Elle s'est notamment illustrée en permettant l'arrestation d'un violeur alors que l'enquête piétinait depuis 5 ans. La police lui a fourni un sac plastique contenant une paire de chaussures oubliée dans un bureau depuis 3 ans. Milne a confondu le coupable à partir d'un brin d'herbe microscopique relevé sur les chaussures. C'est sur cette note optimiste que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous à bientôt sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.